Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Sur Sud Radio. Daniel Simonet, porte-parole du parti de gauche, et Alain Chrétien, député maire Les Républicains de Vesoul, sont ce soir dans le grand show de la présidentielle. Faut-il baisser les indemnités chômage ? 30 milliards d'euros, c'est le déficit prévu du régime d'assurance chômage cette année. La Cour des comptes suggère entre autres de baisser les allocations ou encore de ne conserver l'indemnisation sur 3 ans que pour les plus de 55 ans. Aujourd'hui, c'est 50 ans. L'idée est-elle envisageable, selon vous, Alain Chrétien, ou pas question de toucher aux allocations chômage ? Il faut surtout redonner du travail à ceux qui n'en ont pas. C'est ça la priorité. Depuis 4 ans maintenant, on a une politique qui va dans le zigzag, à gauche, à droite, plus personne n'y comprend rien. Comment voulez-vous que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise puissent embaucher à nouveau ? Ils n'ont aucune visibilité. Donc moi, avant de m'interroger sur le régime d'indemnité chômage, je m'interroge pour savoir comment redonner du travail à ceux qui n'en ont pas. Mais pour les demandeurs d'emploi, qu'est-ce qu'on fait alors ? Je pense qu'il faut y réfléchir. Bien sûr, il n'y a pas de tabou. Il n'y a aucun tabou. La Cour des comptes l'a dit. Il faut réfléchir à la période d'indemnisation du chômage, qui n'est pas la même dans tous les pays d'Europe. Il y a aussi un vrai projet de convergence européenne à mettre sur la place. Donc tous ces sujets-là, il faut qu'on en parle. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, mais le pire, ce serait de ne pas en parler. Président Hollande, on est bien loin du discours du Bourget qui séduisait l'extrême gauche. Aujourd'hui, il en parle aussi et il n'a pas tort. Il faut que ce sujet soit abordé et qu'on trouve une solution rapidement. D'ailleurs, j'émets beaucoup de doutes sur la capacité des partenaires sociaux à trouver une solution rapidement. Oui, Daniel Simonet, on y touche ou on n'y touche pas aux allocations chômage ? Non mais écoutez, il y a un enfant sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté en France, et la priorité des priorités, c'est de considérer que les chômeurs touchent trop d'argent, mais que ces messieurs si importants essayent de vivre avec les indemnités chômage, qu'ils essayent de vivre avec des revenus inférieurs au SMIC. Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de minima sociaux en dessous du SMIC pour permettre à toutes et tous de vivre un minimum dignement. Je vous rappelle quand même qu'il y a plus d'1 million d'enfants en situation de pauvreté aujourd'hui. Donc on est dans une situation d'urgence sociale absolue. Donc la priorité des priorités, ça serait plutôt par exemple de s'attaquer aux 80 milliards d'évasion fiscale, par exemple, de s'attaquer à tout cet argent qui part en fumée à travers l'augmentation des dividendes versés aux actionnaires grâce à tout cet argent de l'État et donc du contribuable qui sont accordés par le biais du CICE aux patrons du CAC 40. D'accord, mais il y a ce déficit de 30 milliards d'euros, donc qu'est-ce qu'on fait ? Mais il vient d'où ce déficit ? Année après année, on nous impose toujours les mêmes recettes libérales qui ne marchent pas, c'est-à-dire exonérer les patrons des cotisations patronales, des cotisations sociales, qui n'ont pour simple effet qu'un effet d'aubaine. Parce que quand votre carnet de commandes est vide, vous n'embauchez pas. Voilà. Par contre, lorsque vous embauchez, si on vous permet d'embaucher pour moins cher, vous embauchez pour moins cher, point. Mais donc ça ne crée pas un mécanisme sur l'emploi, car le problème aujourd'hui, ça n'est pas le coût du travail, c'est qu'au contraire, on continue à chaque fois avec des politiques de l'offre libérale au lieu de faire des politiques de relance par la demande, et donc au lieu d'augmenter les salaires pour permettre justement à ce que il y ait une relance positive, notamment de la consommation, et que on ait justement la possibilité de redévelopper un cercle vertueux et de permettre notamment aux petites entreprises, aux artisans, de pouvoir avoir à nouveau des carnets de commandes et de pouvoir avoir de l'activité, eh bien, on fait toujours les mêmes politiques de l'offre qui sont une impasse complète. Alors, la Cour des comptes dit que aujourd'hui, donc 70% du salaire net, c'est ce que touche un chômeur célibataire. C'est l'exemple que prend la Cour des comptes. Si on passait à 69%, l'économie serait de 420 millions d'euros pour les finances publiques. C'est pas rien en matière d'économie, Alain Chrétien. Non, mais je pense qu'il faut arrêter des débats assez manichéens, assez simplistes. Aujourd'hui, l'économie française, elle est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de confiance. Pourquoi il n'y a pas de confiance ? Parce qu'il n'y a pas de stabilité dans la politique économique. En l'espace de 4 ans, on aura tout vu chez François Hollande. Des mesures d'extrême gauche comme des mesures Quelles libérales. Mesures d'extrême gauche ? Bien sûr que si. Le compte pénibilité inapplicable, par exemple, ça c'est une mesure que personne ne comprend. L'obligation de publicité de la transmission d'entreprise, personne ne le comprend. D'accord, mais là, on va pas refaire le bilan de la politique économique de François Hollande, mais
sur la réalité des indemnités chômage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule mesure de gauche Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne comprend rien à la politique économique de monsieur Hollande. Or, quand on veut remplir les carnets de commandes, comme vous l'évoquiez, Madame Simonet, il faut avoir des clients, il faut avoir des consommateurs. En France, aujourd'hui, plus personne ne consomme. Pourquoi ? Parce que tout le monde est paralysé par cette politique que personne ne comprend. Donc, il faut une politique qui soit constante. On gèle les salaires, le chômage explose. Est-ce que vous devez bien voir à Vesoul, moi je le vois à Paris, les gens quand ils ont des travaux à faire chez eux, ils essayent de bidouiller et de les faire par eux-mêmes. Ils essayent de retarder au maximum les petits investissements dans l'électroménager ou ce genre de choses, parce qu'à un moment donné, le pouvoir d'achat, il suit pas. Parce que la situation, elle est catastrophique. On est bien d'accord, la situation, elle est catastrophique. Depuis 2010. Et par contre, il y a de la richesse. Il y a de la richesse, il y a des profits qui ne cessent d'exploser. L'argent, il existe, on va pas le chercher. La grande révolution fiscale qui était promise au début du quinquennat, quand M. Hollande disait « je m'attaquerai à la finance », elle est passée où ? Regardez comment les parlementaires, en catimini, au mois de décembre, ont fait en sorte justement de manœuvrer à l'Assemblée nationale alors que se tenaient les discussions autour du reporting public pays par pays, qui était une mesure essentielle contre l'évasion fiscale. Eh bien, ils ont manœuvré en coulisses avec le gouvernement, mobilisé les députés au milieu de la nuit pour obtenir le rejet de ces dispositions. Attendez, on laisse l'évasion fiscale exploser. 80 milliards, monsieur. Les Français 80 milliards et on préfère prendre dans les poches des pauvres, des chômeurs. Du gouvernement. Les Français ne comprennent pas la politique économique du gouvernement. Monsieur Macron fait semblant d'être un libéral alors qu'en fait, il n'a fait passer aucune réforme structurelle. Continuons dans le même système. Il ne fait que des mesures libérales. Continuons dans le même système depuis 4 ans où rien n'avance, aucune réforme de fond. Effectivement, on empile les déficits. Alors, c'est la vieille rhétorique d'extrême gauche. Il faut chercher l'argent là où il est. Sauf que l'argent, il a disparu. L'argent, il a disparu de France. L'argent, il est parti ailleurs. Tous ceux qui avaient un peu d'argent l'ont investi ailleurs qu'en France. Et aujourd'hui, la France se retrouve seule avec une croissance atone, des déficits qui explosent. Donc, ce fameux modèle social que tout le monde défend, je ne sais pas où il est. Avec 6 millions de chômeurs aujourd'hui en France. Continuons la politique économique de M. Hollande qui ne ressemble absolument à rien. Il faut totalement changer le système et les structures économiques du pays. Et effectivement, je le dis, oui, mettre un peu de libéralisme là où il y en a besoin. Et c'est pas un gros mot. Je crois que le profit, c'est pas un gros mot. Le capitalisme, c'est pas un gros mot. Il faut un peu libérer les entreprises si vous voulez qu'elles embauchent. Alors, Daniel Simonet avant la pub. Une mesure très concrète. Vous mettez en place un salaire maximum. Vous faites en sorte qu'il n'y ait plus d'écart de salaire de 1 à 20. Et ce qui fait que lorsque les hauts cadres et le chef de l'entreprise veulent augmenter leur rémunération, eh bien, ils sont obligés d'augmenter d'autant les plus bas salaires. Je peux vous dire qu'il y aurait un mécanisme bien plus vertueux. Deuxième proposition, je propose une vraie réforme de la fiscalité pour faire en sorte de mettre en place au moins une quinzaine de tranches sur le revenu, de manière beaucoup plus continue, et de taxer beaucoup plus les plus hauts revenus. Parce qu'aujourd'hui, on remarque quoi ? Regardez les chiffres de l'INSEE. Regardez les chiffres de l'INSEE. Les riches sont de plus en plus riches. On est d'accord. Il faut que tout le monde paye l'impôt sur le revenu. Les riches sont de plus en plus riches. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va s'attaquer aujourd'hui aux chômeurs. Il y a quelques mois, on voulait s'attaquer aux allocataires de l'adulte, les allocataires de l'allocation adulte handicapé. Exactement. Vous remettez les choses dans l'ordre de mille excuses. Donc, franchement, c'est minable. Ces politiques-là sont minables. Ils sont déconnectés, totalement déphasés de la réalité et de ce qu'endurent comme souffrance les gens. Mais regardez ces hommes et ces femmes qui sont dans une situation catastrophique, de plus en plus nombreux à être au chômage, avoir des chômeurs, plus depuis que François Hollande est président, auprès d'eux. Est-ce que vous les rencontrez ? Est-ce que vous voyez les difficultés ? Allez, on va se retrouver dans un instant. Alain Chrétien, Daniel Simonet, on va changer de sujet. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Avec aujourd'hui Alain Chrétien, député maire Les Républicains de Vesoul, et Daniel Simonet, porte-parole du parti de gauche. Après les attentats de Paris, une commission d'enquête parlementaire voit le jour. Cette commission sera chargée d'enquêter sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme. Depuis l'attaque contre Charlie Hebdo, elle est nécessaire, cette commission, Alain Chrétien ? C'est le travail du Parlement que de contrôler l'action du gouvernement, et c'est une commission essentielle que nous avons demandé et que nous avons obtenue dans le cadre du contrôle parlementaire. Il va falloir voir quelles sont les lacunes des services de renseignement, quels sont les moyens qui sont donnés à la police, à la gendarmerie pour aller chercher tous les djihadistes potentiels. C'est indispensable de faire ce travail de contrôle du gouvernement, du contrôle du ministère de l'Intérieur, et puis ensuite on y verra les solutions, les améliorations à mettre en place, puisque je vous rappelle que l'état d'urgence se termine
termine le 26 février. Sera-t-il reconduit? C'est la question qu'on se pose aussi à l'Assemblée nationale. Et bientôt, la loi sur la réforme pénale arrivera au mois de mars pour donner plus de pouvoir aux services de police afin de mieux contrôler les risques potentiels qui existent encore partout en France. Donc créer cette commission, ça sous-entend qu'il y a une faute de l'État, c'est ça, Alain Chrétien? Non, on verra, on peut pas le dire. On va attendre que cette commission travaille et là ce sera tout à fait transparent. On va faire des auditions, on va demander à chaque chef des services de police de venir pour expliquer leur travail. Et puis s'il y a des lacunes au niveau de l'État, eh bien on les dénoncera et on fera des propositions pour les combler. Daniel Simonet, elle est nécessaire cette commission? Ce qui m'interroge dans la démarche des Républicains, c'est qu'ils pourraient quand même reconnaître que ce fut une grave erreur de supprimer 12 000 postes de fonctionnaires de police sous les gouvernements de Nicolas Sarkozy. Parce que quand même, ceux qui ont non seulement affaibli les fonctions régaliennes de l'État, qu'il s'agisse de la police, qu'il s'agisse également des douanes, qu'il s'agisse de la justice, et aussi de la justice antiterroriste, mais également de l'armée, c'est quand même toutes ces politiques d'austérité qui ont été conduites sous les gouvernements Sarkozy. Hélas, les annonces de François Hollande et de Manuel Valls en termes de création de postes restent inférieures à ce qu'il serait nécessaire pour pallier à ces suppressions de postes. Aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment de donner des moyens humains, des moyens humains au service de renseignement, à la justice antiterroriste. Écoutez ce que dit, par exemple, un grand spécialiste comme Monsieur Trévidic. Il faut vraiment donner les moyens à la justice antiterroriste de pouvoir faire son travail. Et arrêtons de croire l'illusion du combat antiterroriste 2.0 simplement sur la toile numérique. Il y a vous une attendez quoi, par exemple, d'une telle massive commission, qu'elle entende effectivement les responsables de la police et des renseignements? Qu'est-ce qui peut sortir à l'arrivée? Alors moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait une commission qui enquête sur l'ensemble des abus qui sont effectifs sous la prolongation de l'état d'urgence. Je suis très inquiète de la constitutionnalisation de l'état d'urgence et de la déchéance de la nationalité. Je trouve que c'est extrêmement grave. Sujet, oui. C'est un autre sujet, mais c'est lié. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une dérive autoritaire, sécuritaire, qui ne garantit pas plus de sécurité dans la lutte contre les terroristes, mais si. qui ne garantit pas et au contraire remet en cause la sûreté, c'est-à-dire le droit de tout citoyen et citoyens, d'être défendu et de ne pas subir l'arbitraire de l'État. Ce que les Français veulent, c'est d'être protégés. Regardez, quand on est dans un contexte où on doit lutter contre les terroristes, et qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve à avoir un nombre d'assignations à résidence, d'arrestations de personnes inquiétées parce qu'elles étaient des militants et militantes écologistes pendant la COP21, parce que ils se défendent, ils se battent pour l'emploi, comme ce scandale des 9 mois de prison pour les Goudiens. Vous avez à la fois une criminalisation du mouvement social. Il y a des observatoires de la laïcité, effectivement, de l'état d'urgence d'ailleurs, qui voient le jour et qui se chargeront de ça. Mais je reviens à ma question, Alain Chrétien. Qu'est-ce que vous attendez éventuellement des sanctions contre des responsables politiques, contre des responsables de la police en créant cette commission? Non, on cherche pas des sanctions, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre comment on a pu laisser rentrer des djihadistes dans une salle de spectacle et qu'on n'a pas coupé la lumière dans tout le quartier, par exemple. On cherche à comprendre pourquoi il a fallu 1h30 avant que le RAID et le GIGN puissent intervenir, qui a pris la décision, quand la décision a-t-elle été prise, la chaîne de commandement, comment elle s'est déroulée. Donc toutes ces choses-là, on a envie de savoir. Les Français doivent savoir ce qui s'est passé précisément pour mieux comprendre comment ils sont protégés et pour mieux comprendre comment on peut améliorer le dispositif, parce que malheureusement, il faut s'attendre à ce que ça continue. En même temps, personne n'aurait pu imaginer la barbarie des attentats du 13 novembre. Donc je pense que les forces de l'ordre ont réagi comme elles le pouvaient sur le moment, non? Bien sûr qu'elles ont très bien réagi, sauf que l'ordre, quand est-ce qu'il a été donné? Il a quand même fallu attendre 1h30 avant que l'assaut soit donné. Il y a des points noirs, il y a des incertitudes sur tout ça. On a envie de savoir. Je pense que les Français ont envie de savoir. C'est notre boulot de parlementaires, de députés, de demander des comptes à tous ces services de police, sans les incriminer, sans chercher à savoir quelles sont les sanctions, mais comprendre. Enfin, la démarche paraît quand même assez accusatrice, encore une fois, en créant la commission d'enquête. Pas du tout. C'est une démarche de transparence. Nous sommes les représentants du peuple et nous devons contrôler l'administration, contrôler le gouvernement, contrôler comment les décisions sont prises afin de savoir. Vous savez, on dit souvent que les parlementaires couvrent des choses. Et là, on va rien couvrir du tout. On va comprendre. Une fois qu'on aura compris, on tirera les enseignements tous ensemble de comment il faut faire pour se parer contre ce genre d'actes ignobles. Alain Chrétien, Daniel Simonet dans le grand show de la présidentielle. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Sur Sud Radio.
Une maître nageuse à l'Assemblée, la star de la série télé Alerte à Malibu, Pamela Anderson, est venue soutenir l'interdiction du gavage des canards et des oies pour produire du foie gras. C'est une députée écolo qui l'a invitée en vue d'une prochaine proposition de loi. Levée de boucliers chez de nombreux députés, y compris Verts. Même si l'Assemblée a fait le plein, Pamela Anderson à l'Assemblée, ça vous choque, Daniel Simonet ? Non, mais moi je méprise pas la cause des animaux, mais je trouve que la priorité, ça serait plutôt de dénoncer les fermes-usines, les fermes aux 1000 vaches, aux 5000 cochons, aux 10 000 poules, toute cette fuite en avant vers l'agriculture productiviste qui me semble être une aberration, où on gave les animaux de médicaments, où on les entasse dans des usines, on crée de la souffrance animale, de la malbouffe, on tue de l'emploi paysan et on dégrade l'environnement. Donc je pense que les écologistes auraient dû plutôt soulever ce thème-là prioritairement. Alain Chrétien, vous l'avez croisé, Pamela Anderson ? Oui, non, je l'ai pas croisé. C'est une mauvaise blague. Moi, je pense surtout à la filière qui travaille sur le sujet. Le foie gras, ça fait partie du patrimoine français, ça fait partie de la gastronomie, mais c'est aussi un produit d'appel pour l'excellence française. Ça fait vivre des dizaines de milliers de personnes. Réduire ça à cette actrice de télévision, moi, je trouve ça assez pathétique. Un de vos collègues de droite a parlé du degré zéro de la politique. Ouais, ça agrandit pas la politique, c'est de la politique spectacle telle que moi je la supporte pas. Donc voilà, cette dame est sans doute venue dire ce qu'elle pensait, elle a le droit, elle a été invitée par une députée, elle a le droit aussi, mais permettez-moi d'en rester là parce que franchement il y a d'autres sujets beaucoup plus importants et je pense surtout aux éleveurs de canards qui eux en vivent et travaillent beaucoup sur le sujet en termes de salubrité, de respect des normes de sécurité. Ça c'est important. Sur le fond, interdire le gavage des canards dans un pays comme la France, ça sera jamais adopté. Il faut espérer que non, il faut espérer qu'on garde notre patrimoine à ce sujet. Alain Chrétien. Je pense vraiment qu'il y a d'autres sujets plus importants. Effectivement, la sécurité sanitaire de notre pays. Nous avons un des pays où la sécurité sanitaire est la plus importante, contrairement à ce qu'on peut croire. On a des services de l'État qui sont très très vigilants sur le sujet. On a des professions qui sont elles aussi très très professionnelles et qui travaillent très bien. Faisons la promotion de notre gastronomie et c'est comme ça qu'on défendra l'agriculture française. Néanmoins, il y a des menaces. Il y a des menaces sur justement nos spécificités agricoles. Qu'il s'agisse là du foie gras, qu'il s'agisse de tous nos fromages, de nos vins. Je pense notamment aux menaces provoquées par le grand marché transatlantique, qui souhaite, par le biais de la remise en cause des normes sociales et environnementales, empêcher justement la préservation de ces spécificités. Et donc il y a une vraie bataille à mener contre le TAFTA. Sur ce sujet-là, les députés n'ont jamais eu accès au moindre document. Là, je vous le précise aussi, sur ce fameux traité TAFTA, même l'Assemblée nationale n'a jamais eu droit à avoir accès aux moindres informations. Donc on verra bien ce qui va en sortir, mais on est aussi très inquiet sur le sujet. Allez, on va partir à Béziers maintenant. Vous y opposez pas. Franchement, comment voulez-vous vous opposer à quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc on demande déjà d'avoir le document. Les mouvements associatifs altermondialistes et les politiques ont quand même bataille là-dessus depuis déjà pas mal d'années. Moi, je me souviens déjà avant 2008 que Jean-Luc Mélenchon dénonçait ce grand marché transatlantique et qu'en tant que parlementaire européen, il a mené plus d'une bataille à ce sujet et que nous sommes bien souvent isolés. Mais monsieur, si vous voulez vous joindre aux prochaines mobilisations et manifestations et que vous décidez d'en faire une cause essentielle, la bataille contre le libre-échange et la remise en cause de toutes ces normes, tant mieux, parce que je pense que c'est une question très importante. Oui. Daniel Simonet, Alain Chrétien, on va parler maintenant du projet de garde citoyenne à Béziers. Le juge des référés a suspendu le projet de création de cette garde d'anciens policiers, gendarmes et militaires. Le maire de Béziers, Robert Ménard, souhaitait les faire patrouiller dans sa ville ou leur faire des gardes statiques en complémentarité des forces de l'ordre. Sage décision pour vous, Daniel Simonet? Oui, depuis 1945, les milices de type vichiste sont interdites et c'est une très bonne chose. Voilà, donc je pense que il est sage. Moi, je suis très attachée à la police républicaine et qui est formée, et d'ailleurs dont le précédent grand plan de formation datait de 1981 et je pense que ce serait bien de le refaire. Je suis attachée à la police républicaine et je pense qu'il faut ne pas permettre au développement de ces milices. Bon, vous savez, moi je suis maire d'une commune de 17 000 habitants. Je suis confronté tous les jours aux incivilités, à la petite délinquance. On a une police nationale qui fait ce qu'elle peut, qui court un peu partout pour essayer de trouver les petits délinquants du quotidien. J'ai une police municipale qui, je ne souhaite pas qu'elle soit armée, mais qui a aussi ses limites. Bravo. Et il y a un vrai problème de tranquillité publique
Et là, on n'a pas de réponse pénale pour tous ces petits délits du quotidien. Moi, j'ai mis en place des stages de citoyenneté qui remplacent l'absence de réponse pénale avec le procureur de la République. Donc, il y a des solutions qui peuvent être mises en place par les uns et par les autres. Bon, le maire de Béziers a souhaité mobiliser... vous savez, il y a ce qu'on appelle les vigilances citoyennes. Eh bien, je pense que quand les citoyens... Pour les cambriolages notamment, c'est ça ? Pour les cambriolages notamment, voilà. Donc, il y a des solutions à mettre en place qui doivent se faire dans le cadre de la République avec l'accord des institutions locales, l'accord du préfet, l'accord du procureur. Donc, il faut qu'on trouve des idées innovantes. Bon, celle de Robert Ménard, on connaît bien Robert Ménard, c'est quelqu'un d'un peu provocateur. Ce projet de garde, bon, c'est critiqué parce que c'est Robert Ménard qu'on soit ou non d'accord avec lui, mais sur le fond, ce projet de citoyen qui patrouille, est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça ? Vous pouvez pas lui reprocher d'innover et de trouver des solutions pour protéger ses concitoyens. Ça n'a rien d'innovant, les milices. On en pense ce qu'on veut, C'est pas aux citoyens d'organiser mais moi, je respecte tous les élus. Daniel Simonet. Moi, je parle pas de choses... Parce qu'on sait bien que c'était ça la logique de monsieur... c'est absolument pas, c'est insultant. Robert Ménard, les élus locaux sont confrontés à des problèmes de délinquance quotidien. Donc moi, tous ceux qui ont des idées pour assurer la protection au quotidien de la population, ça ne me dérange pas. Dans le cadre de la loi, dans le cadre de la loi, dans le cadre des principes républicains. En quoi c'est conforme aux principes républicains que d'inciter les citoyens de faire la justice par eux-mêmes ? Vous êtes confronté à l'insécurité au quotidien. Donc tout ce qui permet d'assurer une sécurité, d'assurer une tranquillité publique, eh bien je ne suis pas contre à partir du moment où ça respecte la loi. Daniel Simonet, ça aurait pu rassurer les citoyens. Si le juge à Béziers trouve que c'est illégal, on s'en tiendra à la loi. Si le juge trouve que c'est légal, eh bien ces idées-là seront mises en place. Mais il faut arrêter. Les Français en ont marre parce que c'est l'extrême droite, parce que c'est les uns, parce que c'est les autres. Moi, je veux des idées qui marchent, d'où qu'elles viennent. Si l'extrême gauche a une idée qui marche, utilisons-la. Mais arrêtez si avec elle ne marche pas, on l'utilise pas. Je me situe pas du tout à l'extrême gauche. Vous n'êtes pas l'extrême gauche. Je suis éco-socialiste et profondément républicaine. Non, c'est pas l'extrême gauche du tout. Je suis éco-socialiste, républicaine. Je suis en désaccord. Ça veut rien dire. Ah, ça veut rien dire. Bah oui, mais ça, je sais bien que pour vous, les questions, les idées qui marchent. Les préoccupations écologiques et sociales, celles qui ne marchent pas. C'est comme ça qu'il faut dissocier la gauche et la droite entre ce qui marche et ce qui marche pas. Sud Radio, le grand show de la présidentielle. Avec Daniel Simonet, porte-parole du parti de gauche, et Alain Chrétien, député maire Les Républicains de Vesoul. Nicolas Sarkozy bientôt en librairie. Il va sortir un livre lundi prochain, La France pour la vie. J'ai voulu faire cet effort de vérité sur mes réussites et sur mes erreurs. C'est ce qu'il explique sur son compte Facebook. L'entourage de Nicolas Sarkozy refuse le terme de mea culpa. Il parle plutôt de retour d'expérience de l'ancien président. Ça vous intéresse, Alain Chrétien, les vérités de Nicolas Sarkozy ? Moi, j'ai surtout envie qu'on écrive une nouvelle page de l'histoire de France. C'est pour ça que je soutiens Bruno Le Maire. J'ai envie qu'une nouvelle génération puisse se proposer ce qu'elle a dans le ventre. Et donc, je suis plutôt pour une génération nouvelle, plutôt que pour du recyclage, pardon pour l'expression. Même si j'ai beaucoup de respect pour l'ancien président de la République, pour qui j'ai fait campagne à 2 reprises. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut tourner la page et puis aller de l'avant. Sans doute que je vais recevoir le livre de Nicolas Sarkozy. Je le lirai sans doute par curiosité, même si je sais déjà ce qui s'est passé entre 2007 et 2012. Daniel Simonet ? Non, c'est possible que je ne reçove pas le livre de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas sûr qui vous l'envoie. Je suis pas sûr qui vous l'envoie. C'est possible qu'il ne l'envoie pas. Mais est-ce que vous le lirez ? Si on m'annonce qu'il révèle tout le talent qu'il a eu pour justement participer à un nombre d'affaires de corruption tout de même, s'il révèle l'ensemble des éléments qui montrent à quel point il était l'incarnation de la logique oligarchique de notre 5e République, ça peut être intéressant, mais je crains justement qu'on ne soit pas du tout dans ce mea culpa. Voilà. Il dit qu'il aime la France, je ne trouve pas qu'il ait démontré qu'il aimait la France, je trouve plutôt qu'il aimait s'en servir. Hélas, il n'est pas le seul, et il y a vraiment un problème de crise profonde dans notre 5e République, à la fois par la logique présidentielle de cette concentration du pouvoir, mais aussi sur un seul homme, le président de la République, qui ressemble vraiment à une monarchie présidentielle, mais aussi avec cette collusion d'intérêts entre le monde politique, le monde économique et le monde médiatique. Et j'espère qu'on va pouvoir en 2017 donner un grand coup de balai dans tout ça, parce que c'est un vrai problème. Et la crise démocratique profonde est liée à cela. Et vraiment, quand je vois que rebondissent encore des affaires de corruption, qui d'un préfet d'ailleurs qui était très proche de monsieur Nicolas Sarkozy, ou bien les affaires
l'affaire Balkany qui continue. C'est trop. Faut pas tout mélanger non plus. Les tous pourris, ça fait longtemps que ça alimente ceux que vous n'aimez pas, hein, les extrêmes, puisque vous dites que vous n'êtes pas extrême. Donc n'alimentons pas ces tous pourris. Moi je me retrouve pas. Je me retrouve pas là-dedans. Moi je fais partie d'une classe politique qui est intègre, qui n'a pas touché un seul centime. Donc arrêtons de dire tous pourris, parce qu'on n'est pas tous pourris. Il y en a peut-être 1% qui l'est. Et ben ce pourcent-là, il doit être sanctionné et mis en prison. Les 99 autres, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils font un boulot le plus honnête possible. Donc je ne supporte pas ce slogan des tous pourris qui alimente cet extrémisme de gauche ou de droite. Alors qu'en fait, la République exemplaire, elle commence par ses élus locaux, par ses élus de terrain qui, eux, se décarcassent pour leurs concitoyens. Alors je reviens à la démarche de... Elle commence justement par changer les institutions pour permettre un contrôle. Je refuse qu'on mette tout le monde dans le même sac. Non, Daniel Simonet, c'est pas le débat, on va parler de Nicolas Sarkozy. Est-ce que la démarche de Nicolas Sarkozy, Daniel Simonet et Alain Chrétien, est-ce que cette démarche de Nicolas Sarkozy, parce que c'est le sujet qui nous anime, on va parler maintenant des institutions, est-ce que ça entre dans le cadre des primaires? Est-ce que vous le comprenez comme ça, Nicolas Sarkozy distancé dans les sondages? Est-ce que c'est une façon de revenir un petit peu, de refaire la course en tête? Bon, il a sa stratégie, hein. Chaque candidat a sa stratégie. Moi, je souhaite que Bruno Le Maire se déclare à la primaire de 2016. On a besoin de renouveau. Moi, j'ai envie de faire bouger la France avec une nouvelle génération. J'ai envie de faire bouger la France avec de nouvelles personnalités, et j'ai envie de faire bouger la France avec du courage politique. Parce que c'est pas une crise de l'institution. Moi, je demande pas une 6e République. Moi, je demande des élus qui ont du courage et qui disent et qui font ce qu'ils disent. Monsieur Hollande, quand je l'ai entendu au discours du Bourget, j'aime pas la finance, je suis d'extrême gauche, à l'extrême gauche voté pour moi, et qui au bout de 3 ans fait une politique qui n'est pas du tout celle pour laquelle il a été élu, les Français n'en veulent plus de ça. Moi je veux des candidats qui annoncent clairement ce qu'ils feront, et une fois qu'ils sont élus, qu'ils le fassent. Et ça n'a pas été le cas en 2007, je le sais, effectivement, c'est pour ça que les Français n'ont pas reconduit Nicolas Sarkozy. Pas parce qu'on en a pas assez fait, pas parce qu'on en a trop fait, pardon, mais parce qu'on en a pas assez fait. Et donc aujourd'hui, je ne cherche pas une 6e République, je ne cherche pas je ne sais quoi, je cherche des élus qui ont du courage politique et qui annoncent ce qu'ils feront avant et qui le feront après. Et y compris par le biais du référendum. Comme ça, si on veut le sanctionner avant la fin du quinquennat, on peut le faire. Là, je suis ravi d'entendre ce que vous venez de dire. Le référendum, c'est très gaulien. D'instaurer, par exemple, nous défendons l'idée d'instaurer un référendum, le droit à un référendum révocatoire à mi-mandat. Si les citoyennes et les citoyens avaient la possibilité à mi-mandat de pouvoir exiger la convocation d'un référendum révocatoire pour justement exiger de celles et ceux qui candidatent aux plus hautes fonctions de l'État, eh bien d'accuser, d'accomplir le programme, de réaliser le programme pour lequel ils ont été... un quinquennat en deux, un quinquennat de 2 ans et demi, c'est pas le but. Écoutez, il faut laisser 5 ans au président de la République pour réformer. Ce référendum révocatoire imposerait un autre rapport. C'est simple, vous divisez le quinquennat en deux. Bon, c'est une idée, pourquoi pas. Moi, je suis pas d'accord. Il faut 5 ans, il faut même 10 ans à un pays pour se réformer. Donc, si vous faites des référendums tous les 2 ans et demi, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, ce que je veux, c'est du courage politique, c'est tout. Quelle que soit la politique qui soit menée, il faut que ce soit celle pour laquelle on a été élu. Et Monsieur Hollande, il a été élu sur une grande escroquerie politique. Et ça, les Français n'en veulent plus. Je voudrais pour terminer vous faire réagir sur cette déclaration de Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, qui a dit hier: le problème de la France, c'est qu'on n'est jamais content. Il réagissait aux critiques à gauche et à droite qui ont fait suite au plan emploi de François Hollande. Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. On n'est jamais content, Daniel Simonet. Quand vous avez 1 million de chômeurs supplémentaires, je comprends que ce million-là soit pas content. Ça, c'est sûr. Écoutez, moi j'ai vraiment le sentiment que Monsieur Le Foll est totalement descotché de la terre. 9 millions de pauvres, 3 à 4 millions de mal logés. Est-ce qu'il n'est pas légitime d'être très mécontent en ce moment en France ? On est mécontent de la politique du gouvernement parce que ceux qui ont voté pour lui, il ne fait pas la politique pour laquelle il a été choisi. Et puis quant à ses opposants, c'est-à-dire à la droite républicaine d'aujourd'hui, eh bien, elle avait juste depuis le début. On avait dit que ce quinquennat serait un naufrage, et bien on y arrive. Voilà, au bout de 4 ans et demi, plus de déficit, moins de croissance, plus de chômeurs, plus de pauvres. En même temps, c'est très français de râler. Alors qu'on voulait réenchanter le rêve français. C'est un grand naufrage. Le gouvernement socialiste est l'héritier d'un grand naufrage hollandien. Donc là aussi, il va falloir qu'on s'interroge sur le courage en politique. Qu'est-ce que c'est, quel que soit le candidat qui sera choisi en 2017. Daniel Simonet.
Écoutez, moi j'ai plutôt le sentiment que la politique de monsieur François Hollande et de monsieur Manuel Valls poursuit exactement la même orientation libérale que celle qui était faite sous les gouvernements Sarkozy, et qui d'ailleurs est une politique dictée par les directives libérales européennes. On impose des politiques d'austérité, de diminution des dépenses publiques, de réformes structurelles qui visent à casser le code du travail, qui visent à fragiliser les droits des salariés, qui visent à prendre dans les poches des salariés et de la protection sociale. C'est tout cela qu'on casse et qu'on brise. Et évidemment, toutes ces politiques de l'offre, ne provoquent rien, ne provoquent aucun élément de relance de l'activité, mais au contraire aggravent la spirale de l'endettement auprès des marchés financiers, aggravent l'augmentation et l'explosion du chômage par une logique de récession économique. Il est temps enfin que des politiques alternatives de redistribution des richesses soient menées. Il est temps enfin de désobéir. Comme la Grèce a tenté de le faire pendant quelques mois, on a vu le résultat. Quel est le problème en Grèce? La Grèce a eu un gouvernement d'extrême gauche pendant quelques mois. La Troïka a imposé, mais pas du tout. Le problème de l'Europe. Si vous voulez que la France ressemble à la Grèce, moi je ne le souhaite pas. Si vous voulez me laisser, je ne le souhaite pas. Permettre je vous ai de beaucoup m'exprimer. écouté, mais je ne refuse que la France ressemble à la Grèce. Vous pouvez me permettre de terminer. En Grèce, vous avez une situation d'urgence humanitaire, une situation catastrophique. Vous avez un gouvernement qui avait décidé de s'attaquer enfin au problème de la corruption, de mettre en place, un gouvernement de gauche qui décidait de faire une politique de relance de l'activité. Eh bien, l'Eurogroupe a décrété qu'il n'y avait qu'une seule politique possible, c'était la politique libérale. Et Madame Merkel, aidée en cela par Monsieur Hollande, ont décidé de mettre un pistolet sur la tempe de Monsieur Tsipras et de lui dire soit vous appliquez la politique libérale, c'est-à-dire soit vous renoncez à votre programme, soit on vous sort de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu de mettre en place un plan B en Europe pour permettre justement de restaurer la souveraineté des peuples et l'indépendance des États. Et d'ailleurs, le week-end prochain, le 22 et le 23 janvier, se tiendra à Paris le premier sommet internationaliste du plan B, avec un certain nombre justement de parlementaires européens, d'économistes de renom, pour justement travailler comment résister à ces diktats, ces coups d'État financiers de l'Eurogroupe et de l'Union européenne.